Au milieu de la nuit, un bruissement inquiétant brise le calme profond des forêts intactes du Canada. Il commence par un léger bruit traînant, à peine perceptible, mais s'amplifie rapidement, accompagné de branches qui se brisent, de terre qui se retourne et d'un grondement sourd et guttural qui résonne dans les bois. Ce n'est pas un mythe raconté autour d'un feu de camp. Absolument pas. Il est impossible qu'il s'agisse d'un scénario tiré d'un jeu de survie. Bien au contraire. Il existe actuellement. Dans les bois, un conflit se déroule en arrière-plan entre l'homme et un adversaire envahissant, le sanglier. Ces monstres sont devenus l'un des plus grands dangers écologiques en Amérique du Nord, en raison de leur intelligence, de leur nature implacable et de leur comportement destructeur violent. À leur réveil, les agriculteurs découvrent leurs champs dévastés, leurs clôtures démolies et leurs récoltes piétinées. En une seule nuit, des hectares entiers de maïs, de soja et de blé sont dévorés. De plus, ces créatures ne fuient pas lorsqu'on les approche. Elles fixent un prix. Le Canada, autrefois réputé pour son environnement paisible, est actuellement aux prises avec une catastrophe qui se propage aussi rapidement qu'un feu de forêt. En juillet 2024, les médias ont rapporté la présence d'un sanglier géant pesant plus de 500 kg. Cette bête monstrueuse a nécessité les efforts de toute une équipe de chasseurs pour être abattue. La plupart des gens ont interprété cela comme un succès, mais d'autres, mieux informés sur l'ampleur du problème, y ont vu un avertissement, un symbole de la rapidité et de la gravité de cette invasion. Le taux de reproduction des sangliers est remarquable, et leur nombre continue d'augmenter d'année en année dans des provinces comme l'Alberta, la Saskatchewan et le Manitoba. Cela représente une menace pour la production agricole et les espèces indigènes. À l'heure actuelle, le Canada est tiraillé entre les objectifs contradictoires de préservation de la nature et de lutte pour sa propre survie, ce qui n'était au départ qu'une série d'observations isolées a maintenant dégénéré en un conflit à grande échelle. Pour remporter une bataille exigeant précision, endurance et expertise, chasseurs, défenseurs de l'environnement et agriculteurs doivent collaborer. Au Canada d'aujourd'hui, la chasse est devenue bien plus qu'un simple sport. Nous avons une mission. Ceux qui ont le courage de s'y atteler consacrent des mois de préparation laborieuse. Imaginez devoir s'entraîner par des températures négatives, apprendre à pister dans l'obscurité et à garder l'équilibre sur un terrain accidenté, alors que des cibles vous foncent dessus à 40 km à l'heure, tout cela simultanément. Il suffit d'une seconde d'indécision pour causer la mort. Ces chasseurs reproduisent les conditions du champ de bataille, car dans cet environnement, la moindre erreur peut vous faire passer pour la proie plutôt que pour le chasseur. Chaque coup de feu tiré, chaque décision prise dans l'ombre peut être synonyme de succès ou d'échec. Un arsenal croissant d'armes permet de combattre un adversaire intelligent, capable d'apprendre, de s'adapter et d'évoluer à une vitesse inimaginable. Parmi ces armes, on trouve des armes à feu, des pièges à porte, des arcs et même des programmes de stérilisation. C'est un point au milieu des régions agricoles du Canada. Les équipes se déplacent avec la précision d'une unité militaire. Suivant les traces de pas, les excréments et les pistes d'alimentation, les chasseurs coordonnent leur poursuite d'une meute de sangliers à travers des forêts denses et de vastes champs lorsqu'ils en rencontrent un. Ces rencontres ne sont pas le fruit du hasard. Ce sont des missions calculées. L'exploit de capturer ce sanglier de 500 kg en juillet 2024 était plus qu'une simple démonstration de force. Cette victoire fut la plus importante de l'histoire de la chasse au Canada et témoigna symboliquement de la volonté des Canadiens de ne pas abandonner leur territoire sans se battre. Malgré ces victoires, la situation demeure alarmante. Selon un rapport publié en 2024 par le Centre canadien sur les espèces envahissantes, le nombre de sangliers tués chaque année au pays peut atteindre jusqu'à 1 million. Malgré cela,
la population de leur pays continue de se reconstituer. Grâce à leur intelligence et à leur capacité d'adaptation, ils comptent parmi les espèces les plus difficiles à exterminer. Ils sont capables de parcourir de grandes distances, de se reproduire rapidement et de prospérer dans des environnements hostiles, ce qui rend leur confinement extrêmement difficile. Cependant, face à cette attitude musclée, tout le monde n'est pas d'accord. De nombreuses organisations de défense des droits des animaux affirment que la chasse de masse entraîne des souffrances inutiles et perturbe l'équilibre fragile de l'écosystème. On leur signale que les tirs excessifs, les poursuites en hélicoptère et la pollution sonore peuvent nuire à d'autres espèces d'animaux domestiques. Les écologistes prônent des techniques n'impliquant pas le recours à la force mortelle, comme la stérilisation, tandis que d'autres préviennent que des restrictions excessives pourraient être désastreuses pour le secteur agricole canadien. Pour l'instant, l'administration doit trouver un équilibre entre éthique et survie. Afin de préserver cet équilibre, des contrôles rigoureux ont été mis en place. Il est courant de limiter les chasseurs à un maximum de 4 ou 5 prises par jour. Cette pratique vise à éviter que la gestion des populations ne mène à l'anarchie écologique. Cependant, de nombreuses communautés rurales, notamment celles composées d'agriculteurs, sont farouchement favorables à la chasse. Ce n'est pas une cruauté envers elles, il s'agit plutôt d'une forme de protection. Chaque champ de culture détruit représente la perte de 2 mois de travail et de milliers de dollars. De leur point de vue, la chasse est non seulement essentielle, mais aussi la seule ligne de défense restante. C'est pourquoi le Canada a mis l'accent sur l'innovation. Les pièges traditionnels sont devenus des outils de haute technologie qui jouent un rôle essentiel dans la survie. Le piège à porte, un dispositif à la fois simple et puissant, s'est imposé comme l'une des armes les plus efficaces dans ce conflit. Un système à ressort referme la porte instantanément, empêchant toute fuite si un sanglier y pénètre. Comparé au tir en plein champ, cette méthode est plus humaine, plus efficace et plus rapide. Cependant, l'efficacité du piégeage ne repose pas uniquement sur la technologie. Elle exige également intelligence et collaboration au sein de l'équipe. Les autorités, les agriculteurs locaux et les experts de la faune sauvage collaborent pour coordonner chaque action, notamment l'analyse du comportement des animaux, le placement des pièges dans les zones d'alimentation stratégique et l'utilisation d'appâts comme le maïs pour attirer les animaux. Pour mener à bien ces opérations, patience, précision et une connaissance approfondie des habitudes des sangliers sont nécessaires. Ce sont des adversaires redoutables grâce à leur odorat très développé, leur instinct de prudence et leur mode de vie nocturne. Les chasseurs ont pour habitude de disperser l'appât du périmètre vers l'intérieur, gagnant progressivement la confiance de la cible avant de poser le piège. De mon point de vue, l'invasion des sangliers au Canada reflète une tension bien plus profonde entre progrès humain, responsabilité écologique et instinct de survie. Il ne s'agit pas seulement d'un enjeu de gestion de la faune sauvage, il s'agit d'un test de la façon dont une société moderne concilie éthique et nécessité lorsque la nature se montre hostile. La population croissante de ces animaux hautement intelligents et destructeurs représente une menace directe pour l'agriculture, la biodiversité et même la sécurité publique. Pourtant, le débat sur la réponse à apporter révèle une faille morale. Jusqu'où pouvons-nous aller pour défendre nos moyens de subsistance sans trahir notre engagement envers la compassion et l'équilibre? Personnellement, je crois que cette crise exige une approche rationnelle, scientifique et éthique, qui dépasse les extrêmes d'une chasse de masse aveugle ou d'un protectionnisme passif. L'abattage à grande échelle peut apporter un soulagement à court terme, mais il risque de transformer le paysage en champ de bataille, creusant ainsi le fossé entre l'homme et la faune sauvage. En revanche, l'inaction ou le recours excessif à des méthodes non létales comme la stérilisation seule ne suffiront pas à contenir
une espèce capable d'une croissance exponentielle et d'une adaptation extraordinaire. Par conséquent, je considère que la voie la plus viable est un système de gestion intégré combinant des méthodes de contrôle humaines et une prévention à long terme. Premièrement, la chasse et le piégeage ciblé doivent rester intégrés à la stratégie, mais exécutés sous une réglementation stricte, avec une supervision professionnelle et une surveillance écologique transparente. Il ne s'agit pas de sport, mais de restauration de l'ordre écologique. Parallèlement, l'investissement dans des technologies de surveillance avancées, telles que le suivi par drone, la télédétection et la prédiction des schémas migratoires basés sur les données, peut transformer la chasse réactive en gestion proactive. Deuxièmement, je pense que le Canada doit investir davantage dans la recherche biologique et environnementale, notamment sur le contrôle des populations par des inhibiteurs de fertilité ou la modification de l'habitat. Si nous pouvons réduire naturellement leur taux de reproduction ou rendre certaines régions moins propices à leur survie, nous pourrons parvenir à un contrôle durable sans recourir à la violence perpétuelle. La collaboration entre scientifiques, agriculteurs et décideurs politiques est essentielle. Aucun secteur ne peut résoudre ce problème seul. Enfin, je crois que ce problème est aussi un appel à l'humilité. Les humains traitent souvent la nature comme un objet à dominer, mais la crise des sangliers nous rappelle que la nature peut évoluer plus vite que nos solutions. Elle nous enseigne que la coexistence exige vigilance, respect et adaptabilité. Nous ne pouvons pas simplement éradiquer toutes les menaces. Nous devons plutôt apprendre à les anticiper et à les équilibrer. En conclusion, bien que je comprenne la frustration des agriculteurs et l'urgence d'agir, je crois fermement que toute solution à long terme doit intégrer la compassion et le contrôle, la technologie et l'écologie, et les besoins humains et l'éthique environnementale. Ce n'est qu'à cette condition que le Canada pourra affronter cette invasion, non pas avec peur ou agressivité, mais avec intelligence, résilience et lucidité.